Je n'ai pas signé pour ça. C'est tout ce que disait le message. 5 mots posés sous une capture d'écran de notre compte commun vidé. Je m'appelle Marc, j'ai 30 ans, chef mécanicien chez Delorme Auto à Clermont-Ferrand. 4 heures plus tôt, j'étais assis dans le cabinet d'un oncologue, à écouter des mots comme lymphome, options thérapeutiques, taux de survie. Stade 2. Traitement possible. Mais le chemin serait long. J'ai appelé Camille depuis le parking, lui ai demandé de me retrouver à la maison pour qu'on puisse parler. Elle m'a dit qu'elle avait des courses, qu'elle rentrerait plus tard. Quand je suis rentré, la moitié de notre dressing était vide. Sa valise avait disparu. La photo de notre mariage avait été retirée de la table de nuit. Puis est arrivé ce message. Et la capture d'écran. Nos 35 000 € d'économie, mis de côté depuis 5 ans, transférés sur un compte à son seul nom. Je suis resté planté là, une bonne minute à regarder l'écran. Puis j'ai tapé 2 mots, et « Prends soin ». J'ai posé mon téléphone, ouvert une bière, et je me suis installé sur la terrasse, regardant le soleil se coucher. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé. J'ai juste senti le poids des choses changer de place. Le cancer, je pouvais l'affronter. La trahison, c'était autre chose. Thierry, mon voisin d'à côté, m'a vu dehors et s'est approché de la haie. « Tout va bien, Marc ?» J'ai vu Camille partir en trombe avec la voiture remplie de sacs. J'ai eu des nouvelles pas top côté santé. Elle l'a mal pris. Il a hoché la tête, sans insister. « Si t'as besoin de quoi que ce soit, Sandrine fait un gratin aux légumes qui fait des miracles. » Merci Thierry, j'apprécie. Une fois rentré, j'ai sorti le dossier que mon oncle Luc m'avait donné le mois dernier. Il a pris sa retraite l'année dernière, après 40 ans en gestion de patrimoine. Mais il continue de conseiller ses proches. Quand mon grand-père est décédé en février et m'a laissé une parcelle de terrain dans le Cantal, Luc m'avait aidé à régler les papiers. Il faut toujours avoir ses affaires en ordre, surtout quand on est marié, m'avait-il dit. Il faut se protéger mutuellement. J'avais commencé les démarches, mis à jour mon testament, ajouté Camille comme copropriétaire de la Mustang de 1972 que j'avais restaurée, même si je n'avais pas encore envoyé le dossier complet à la préfecture. J'avais aussi ouvert un second compte dans une autre banque pour y verser les fonds de la vente du terrain, quand elle aboutirait. Tout ça pour nous protéger. Pour la protéger. Ironique, non ? J'ai repris mon téléphone et appelé Luc. « Tu te souviens de ce qu'on avait dit sur la succession ? J'ai des modifications à faire. » Un silence. « Quelque chose ne va pas, Marc ? » « Non, ai-je répondu. Mais ça ira. J'ai rencontré Camille au mariage de mon pote Jérôme en 2016. Elle était assistante juridique dans un cabinet à Lyon. Brillante, vive, belle. On a emménagé ensemble 6 mois plus tard, mariés l'année suivante. Les premières années étaient simples. On a économisé pour acheter une maison, trouver une vieille bâtisse à rénover. Je passais mes week-ends à changer les armoires, poncer les parquets, refaire la plomberie. Camille choisissait les couleurs, les meubles. Elle postait les avant-après sur les réseaux, disait qu'on était un couple rénovation modèle. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Ma mère, institutrice, nous a élevés, ma sœur et moi, avec un salaire modeste, mais beaucoup de bon sens. Elle nous a appris à vivre avec ce qu'on avait, à ne jamais dépenser plus que nécessaire, à toujours prévoir un plan B. Depuis qu'elle est partie il y a 2 ans, ce plan B est devenu essentiel pour moi. Camille, elle, avait grandi dans un autre monde. Ses parents lui ont tout payé, les études, les voitures neuves, même l'apport pour notre maison. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait épousé un simple mécanicien. Son père, avocat d'affaires à la retraite, m'appelait toujours « le mari de Camille », jamais par mon prénom. Avec du recul, je crois que les premières fissures sont apparues bien avant le diagnostic. Il y a 3 mois, Camille m'a parlé de s'installer à Bordeaux. Elle disait que les perspectives y étaient meilleures. J'ai résisté. Mon emploi était stable, nos amis étaient ici, le prêt immobilier presque terminé. Après ça, elle s'est refermée. Elle passait du temps avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Puis, il y a eu les petites piques. « Tu veux vraiment passer ta vie à réparer des voitures ? Le mari de ma coloc à la fac vient de devenir associé. Ils construisent une maison secondaire près d'Arcachon. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais parti à Paris après mon master. J'ai fait semblant de ne rien voir.
je me disais que tous les couples traversaient des hauts et des bas, qu'on allait surmonter ça. Et puis un jour, j'ai trouvé une carte de visite d'une agence de location à Bordeaux dans son sac à main. Je n'ai rien dit. J'ai juste appelé Luc discrètement pour réviser notre situation patrimoniale, commencer à lister nos biens. 2 semaines plus tard, je suis allé voir mon généraliste pour une toux persistante. Il a trouvé des ganglions. Ensuite sont venus les bilans sanguins, la biopsie. La veille de mon diagnostic, on a dîné ensemble à la maison. Elle parlait d'une collègue promue au service juridique. Moi, je la regardais, cherchant à savoir si elle voyait la peur dans mes yeux. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, j'ai menti. Juste fatigué. » Elle a hoché la tête. N'a pas insisté. N'a même pas vraiment levé les yeux. J'aurais dû comprendre. 3 jours après son départ, j'ai commencé la chimio. La première séance m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. L'infirmière m'a installé dans un fauteuil, m'a branché la perfusion, puis a demandé « Votre accompagnant est en salle d'attente ?» Non, j'ai pris un taxi. Ma femme est en déplacement. Elle m'a regardé un instant, a posé sa main sur mon bras, sans rien dire. La première séance est la plus difficile. Vous allez y arriver. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Je n'avais rien dit à personne, à part Thierry, que Camille était vraiment partie. Pas juste en déplacement. Mettre des mots dessus, ce serait rendre ça plus réel. Et plus humiliant. De retour chez moi, j'ai trouvé un plat sur le perron avec un mot de Sandrine. Fait trop de gratin. Profitant. Je savais que ce n'était pas vrai. Mais j'ai quand même apprécié. J'ai essayé de manger. Impossible de garder quoi que ce soit. J'ai fini par m'écrouler dans la salle de bain, tremblant, en sueur, seul. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Élodie à Nantes. Je lui ai tout raconté. Le cancer, Camille, l'argent. Elle voulait monter immédiatement. J'ai demandé d'attendre. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes affaires d'abord. Le lendemain matin, j'ai contacté ma banque. J'ai découvert que Camille avait vidé nos comptes. 40 minutes après mon appel, celui passé juste après mon rendez-vous médical. Elle ne savait même pas encore les détails. Elle savait seulement que j'étais malade. Et ça lui avait suffi pour fuir. Quelque chose s'est figé en moi. La tristesse s'est transformée. Pas en colère, en détermination. L'après-midi même, je suis allé chez mon oncle Luc avec tous nos papiers, relevés, actes de propriété, assurance. « Elle ne peut pas te faire ça », dit-il en feuilletant les documents. Compte joint, ai-je rappelé. Son nom est dessus aussi. Luc a enlevé ses lunettes. Marc, ce qu'elle a fait, ce n'est pas seulement froid, c'est peut-être illégal. Prendre tout l'argent alors qu'elle sait que tu vas avoir des frais médicaux. Je peux prouver qu'elle savait ? Il a réfléchi. Tu l'as appelé juste après le diagnostic ? Oui. Les relevés téléphoniques, la date du transfert, la preuve du diagnostic. Je lui ai montré le SMS, celui où elle disait « Je n'ai pas signé pour ça ». Son visage s'est durci. C'est accablant. On a passé 3 heures à établir une stratégie. Changement de carte grise pour la Mustang, vente du terrain, mutuelle santé, chaque document à l'appui. Quand je suis reparti, mon téléphone a vibré. Un email de Justine, la cousine de Camille, avec qui je m'étais toujours bien entendu. « Marc, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé. Je ne comprends pas ce que Camille a dans la tête. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » J'ai lu le message longtemps, puis j'ai écrit « Est-ce que Camille leur a parlé de mon diagnostic ?» La réponse est arrivée rapidement. « Oui. Elle a dit à tout le monde que tu avais un cancer, qu'elle ne pouvait pas gérer ça et qu'elle avait besoin de repartir à zéro. Toute la famille est sous le choc. Ce n'est pas normal. » Je l'ai remercié, puis j'ai rangé mon téléphone. J'ai roulé les fenêtres ouvertes, le vent chaud sur le visage. Pour la première fois depuis l'annonce, tout était clair. Je savais ce que j'avais à faire. 2 semaines après le début du traitement, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats. Camille demandait le divorce. Motif : différends irréconciliables. Elle voulait être retirée du prêt immobilier, mais réclamait la moitié de la valeur nette de la maison. Aucune mention de l'argent qu'elle avait déjà pris. Rien sur ma maladie. J'ai montré la lettre à Luc. « Elle a du cran », dit-il.
Elle vide vos comptes en sachant que t'es malade. Et maintenant, elle veut encore la moitié de la maison? Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, rien. On va voir jusqu'où elle veut aller. Le lendemain, un texto est arrivé d'un numéro inconnu. Marc, c'est Camille. Nouveau numéro. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de la maison. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, Marc, ton silence n'aide personne. Je sais que tu traverses des choses, mais j'ai des droits aussi. Traverser des choses. Comme si un cancer était juste une mauvaise passe. J'ai bloqué le numéro. Ma 3e séance de chimio m'a terrassé. Plus rien ne passait. Perdu 5 kilos en 2 jours. Élodie a finalement débarqué de Nantes, restée 1 semaine. Elle a nettoyé la maison, rempli le congélateur, m'a conduite à mes rendez-vous. La veille de son départ, on a reçu une autre lettre de l'avocat de Camille. Encore des exigences. Encore des menaces sur ce que je lui devrais. Après ce qu'elle t'a fait, elle a de la chance que tu ne l'attaques pas pour vol pur et simple. On y viendra, ai-je répondu. La semaine suivante, je reçois une lettre recommandée de la banque. Camille avait tenté de me retirer des cartes de crédit communes, sans succès, il fallait ma signature. Elle avait aussi essayé d'accéder à notre coffre à la banque, celui où se trouvait l'acte de propriété, la carte grise de la Mustang et le testament de mon grand-père. La banque lui avait refusé l'accès. Elle n'avait pas la 2e clé. La mienne? Ai-je demandé à Luc. Elle panique, dit-il. Elle comprend qu'elle a laissé des traces. Et maintenant? On ferme ce coffre et on en ouvre un nouveau à ton seul nom. Et je pense qu'il est temps d'officialiser les papiers de la Mustang. J'ai pris un jour de congé maladie. Même si, à ce stade, tous les jours l'étaient. Je suis allé à la banque et vidé le coffre, en ai ouvert un nouveau. Puis, direction la préfecture, j'ai déposé les papiers retirant le nom de Camille du certificat d'immatriculation. Elle n'avait jamais été officiellement enregistrée. Ce soir-là, encore un SMS, nouveau numéro. Tu as changé la carte grise. Cette voiture est à moitié à moi. Tu avais mis mon nom dessus. Je suis resté à regarder le message. Comment savait-elle? Je venais à peine de déposer les papiers ce matin. Et là, j'ai compris. Elle devait avoir quelqu'un à la préfecture ou à la banque. Quelqu'un qui l'informait de mes démarches. J'ai appelé Luc. Je crois qu'elle a de l'aide. Quelqu'un lui souffle mes mouvements. Silence au bout du fil. Son père a des relations, dit-il finalement. Ce ne serait pas étonnant. Et je fais quoi? On va leur tendre un piège. Le lendemain, j'ai appelé la notaire qui s'occupait de la vente du terrain de mon grand-père dans le Cantal. Je lui ai demandé de suspendre temporairement le processus, en prenant bien soin de mentionner que j'envisageais d'autres options pour liquider certains biens. Ensuite, j'ai joint ma banque d'investissement, où j'avais gardé un petit plan d'épargne entreprise d'un ancien poste. J'ai posé des questions sur les retraits anticipés, laissant entendre que les frais médicaux me forçaient à envisager toutes les solutions. 2 jours plus tard, le cabinet de l'avocat de Camille envoyait une nouvelle lettre. Elle exigeait une part des revenus liés aux biens hérités ainsi qu'une division équitable des comptes retraite. Quand j'ai montré la lettre à Luc, il a souri. Elle a mordu à l'hameçon. Et maintenant? Maintenant, on abat nos cartes. Le mois suivant, je me suis concentré sur ma santé. Les traitements étaient éprouvants, mais les médecins restaient prudemment optimistes. J'avais perdu mes cheveux, presque 15 kilos, mais les analyses s'amélioraient. Élodie venait un week-end sur 2. Thierry et Sandrine passaient chaque jour vérifier que tout allait bien. Mon patron m'avait allégé les horaires, mais maintenait ma couverture santé. Je survivais. Au cancer, à Camille, aux 2. Certains jours étaient bel et plus lourds. Certaines nuits, je me réveillais en tendant la main vers quelqu'un qui n'était plus là. Mais la plupart du temps, je restais concentré. Prochaine séance, prochaine étape, prochain coup dans cette partie d'échecs qu'elle avait lancée. Un mardi matin, Luc m'a appelé. On a reçu les relevés de sa banque. Devine ce qu'elle a fait de l'argent. Dis-moi. Elle l'a transféré sur un nouveau compte, puis a fait un chèque de 28 000 à ses parents. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Pourquoi elle ferait ça? À mon avis, pour masquer l'argent, le rendre plus difficile à retracer. Elle a le droit? Non. C'est là toute la beauté de la chose.
Elle a déplacé des fonds conjoints en pleine crise médicale, puis tenté de les dissimuler par l'intermédiaire d'un tiers. Les juges détestent ça. J'ai réfléchi. Je ne veux pas d'un procès long, Luc. J'ai pas la force. Fais-moi confiance. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Quand son avocat verra ce qu'on a, ils chercheront à négocier. 2 jours plus tard, en sortant de l'hôpital après une séance, j'ai reconnu une voiture sur le parking. Une BMW grise. Le père de Camille. Il était au volant, observant l'entrée. Il m'attendait. Je suis allé droit vers la voiture et frappé à la vitre. Il l'a baissée, impassible derrière son masque d'avocat. « Marc, tu n'as pas bonne mine. Le cancer, ça fait ça? Pourquoi tu es là ?» Camille s'inquiète. Elle dit que tu refuses de coopérer dans la procédure de divorce. J'ai failli rire. Coopérer? C'est comme ça qu'elle appelle ça? Elle est prête à faire des concessions, vu ta situation. Une répartition équitable, y compris sur la maison. Après avoir pris tout ce qu'on avait, après m'avoir quitté le jour même où j'ai appris mon diagnostic, il a baissé les yeux. Elle était bouleversée. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Il a soupiré. Marc, sois raisonnable. Tu es malade. Tu dois penser à te soigner, pas à mener une bataille juridique que tu ne peux pas assumer. Et là, j'ai compris. Il me croyait désespéré, à sec, convaincu que j'allais accepter n'importe quel accord pour éviter un conflit. Il n'avait aucune idée de la vente suspendue du terrain. Aucune idée que j'avais retiré son nom de la Mustang avant qu'elle ne puisse la réclamer. Aucune idée que j'avais tout documenté. Dis à Camille que mon avocat répondra d'ici vendredi. Marc, dit-il alors que je m'éloignais, ne rend pas les choses plus dures que nécessaire. Je ne me suis pas retourné. Le jeudi, je me suis réuni avec Luc et une avocate spécialisée en droit de la famille, maître Catherine Chen. On a tout passé en revue. Les relevés bancaires montrant le transfert après mon appel médical. Le SMS. Le témoignage de Justine confirmant que Camille connaissait mon état. Le chèque à ses parents. C'est un cas clair d'abandon financier, dit Catherine. Et de tentative de dissimulation de biens matrimoniaux. Aucun juge ne verra ça d'un bon œil. Quelle est notre stratégie? On lance notre propre demande de divorce. On invoque l'abandon en période de crise médicale, les irrégularités financières, la tentative de détourner des fonds. Et on réclame le remboursement total de l'argent détourné, plus les frais juridiques. Tu penses qu'on a une chance? Elle a souri. Je n'ai jamais vu un dossier aussi net. Mais je doute qu'on aille jusqu'au tribunal. Dès qu'ils verront ce qu'on a, ils plieront. Et s'ils ne le font pas, alors elle perdra tout, y compris sa réputation. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un début d'espoir. Le vendredi matin, Catherine a envoyé notre dossier au cabinet de l'avocat de Camille. Demande complète de divorce, avec toutes les pièces justificatives. Relevés, messages, témoignages, certificats médicaux. Tout posé là, froidement, noir sur blanc. À midi, son avocat a demandé une réunion en urgence. « Rapide !» ai-je dit à Luc au téléphone. Il ne pensait pas que tu aurais des munitions. Il te croyait trop malade, trop vidé, trop brisé pour te défendre. La réunion était prévue pour lundi. J'ai passé le week-end à me reposer, à me préparer mentalement. Et dimanche soir, un nouveau SMS est arrivé, d'un autre numéro inconnu. C'est cruel, Marc. J'ai fait une erreur, mais toi, tu es vindicatif. Mes parents ne peuvent pas rendre l'argent pour l'instant. Tu essaies de me détruire. Je suis resté figé devant l'écran. Vindicatif? Je n'étais pas celui qui avait abandonné son conjoint malade et vidé les économies d'une vie. Je n'étais pas celui qui se cachait derrière des avocats et ses parents. Pour la première fois, j'ai répondu « Les actes ont des conséquences ». Lundi matin, je me suis rendu au cabinet de Maître Chen. Luc et elle voulaient que je sois présent, mais m'avaient conseillé de ne parler que si on m'interrogeait directement. Camille est arrivée avec son père et son avocat, un homme sec aux lunettes hors de prix et à l'air perpétuellement agacé. Elle avait bonne mine, bronzée, reposée, comme si ces derniers mois avaient été des vacances. Elle n'a pas croisé mon regard. C'est son avocat qui a pris la parole. « Nous avons étudié votre dossier.
Même si nous ne partageons pas votre version des faits, ma cliente est disposée à envisager un accord amiable pour éviter un conflit inutile. Catherine a esquissé un sourire. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une négociation, c'est une rencontre de courtoisie avant que nous ne saisissions le tribunal. Votre cliente a abandonné son mari à l'annonce de son cancer, vidé leur compte commun, transféré les fonds à ses parents, puis exigé encore davantage. Nous avons tout documenté. Camille a bougé sur sa chaise. Son père s'est penché en avant. Nous pouvons peut-être trouver un compromis raisonnable. Votre fille a transféré les fonds destinés aux soins médicaux de son mari sur votre compte personnel, répliqua Catherine. Nous avons les preuves bancaires. Comptez-vous rendre cet argent aujourd'hui ou devons-nous vous inclure dans la procédure pour recel de biens communs? Silence. L'avocat de Camille a tout sauté. Que réclamez-vous exactement? Catherine a posé calmement les termes. Restitution intégrale des 35 000. Renoncement total de Camille à toute prétention sur la maison, la Mustang, le terrain dans le Cantal et les placements retraite. Elle prendrait à sa charge l'ensemble des frais juridiques. En échange, aucune poursuite pour fraude financière ou abandon de conjoint. C'est du chantage, grogna le père de Camille. Non, répondit Catherine. Ce que votre fille a fait, c'est du vol. Ceci, c'est la justice. La réunion s'est terminée avec une demande de délai de 48 heures de la part de l'avocat de Camille. En quittant la salle, Camille a tenté de capter mon regard. Je suis passé devant elle sans ralentir. Dans l'ascenseur, Luc m'a serré l'épaule. « Tu t'en es bien sorti ?» J'ai rien dit. Parfois, c'est ça, le plus difficile. 2 jours plus tard, Catherine m'a appelé. Camille accepte tous les termes. Ses parents s'engagent à restituer les 35 000 sous 30 jours. Elle signera les papiers de renonciation. C'est fini? C'est fini. Tu as gagné. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Plutôt à la fin de quelque chose que je croyais durable. Comme fermer un livre à la moitié du récit. Et pourtant, cette nuit-là, j'ai dormi sans me réveiller. L'argent est arrivé exactement 30 jours plus tard, sous forme d'un chèque de banque de 35 000. Je l'ai déposé immédiatement, puis appelé le cabinet de mon oncologue pour régler une partie de mes frais médicaux. Julia, l'infirmière qui m'avait accompagné dès la première séance, était à l'accueil. « Tu as meilleure mine, dit-elle. Les derniers résultats sont bons. Je me sens mieux, ai-je répondu en lui tendant le chèque. Elle a jeté un œil au montant. La mutuelle a remboursé? On peut dire ça. Le divorce a été prononcé 1 semaine plus tard. J'ai signé les papiers au cabinet de Catherine. Le cœur calme. Pas de colère, pas de tristesse, juste un sentiment de faim. Et maintenant, demanda Luc en sortant. Finir le traitement, me remettre, réfléchir à la suite. Il hocha la tête. La vente du terrain devrait se conclure le mois prochain. 60 000 en plus. Et si jamais tu veux vendre la Mustang? Pas encore, ai-je dit. Je ne suis pas prêt à tout lâcher. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse avec un verre d'eau, regardant le coucher de soleil. Les nausées avaient enfin disparu. Mes cheveux repoussaient par endroits. Les médecins parlaient de bonnes réponses au traitement, de perspectives encourageantes. Mon téléphone a vibré. Un email de Justine, la cousine de Camille. « Marc, j'ai appris que tout est finalisé. Je suis désolé pour ce que ma famille t'a fait. Les parents de Camille vendent leur chalet au lac de Géronde pour te rembourser. Ma tante est furieuse et te tient responsable, mais sache que certains d'entre nous savent ce qui s'est vraiment passé. J'espère que tu vas mieux. Tu le mérites. » J'ai rangé le téléphone sans répondre. Plus besoin de me mêler au drame de la famille de Camille. Il était temps de guérir, de reconstruire, de penser à l'après. 6 mois plus tard, mon oncologue a prononcé les mots que j'attendais depuis si longtemps. Rémission complète. Je suis resté assis dans son cabinet, le souffle court. Pas guéri. Un lymphome peut toujours revenir. Mais pour l'instant, le cancer avait disparu. La bataille, gagnée. Et maintenant, ai-je demandé. Suivi régulier. Bilan sanguin, examen, tous les 6 mois. Mais pour l'instant, Marc, va vivre ta vie. Ce soir-là, j'ai passé 2 appels. Le premier à Élodie. Elle a crié de joie, incapable de cacher son émotion. Le second
à mon pote Jérôme à Grenoble, qui me proposait un poste depuis des années dans son atelier de restauration automobile. T'as toujours une place pour moi? Bien sûr, mec. Quand est-ce que tu commences? Un mois plus tard, j'ai vendu la maison de Clermont-Ferrand. Avec l'argent, j'ai acheté un petit chalet à la lisière du Vercors, 2 chambres, un garage assez grand pour mes outils et la Mustang, et des montagnes visibles de chaque fenêtre. Le jour où j'ai quitté la ville, Thierry et Sandrine sont venus me dire au revoir. Sandrine m'a tendu un dernier gratin pour la route. Je les ai remerciés pour tout. Les repas, la pelouse, leur présence silencieuse dans les moments les plus durs. Ça va aller, tu crois? M'a demandé Thierry. Vraiment? J'ai réfléchi. J'y arrive petit à petit. 3 mois après mon installation en Isère, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Camille, j'ai appris pour ta rémission. Je suis soulagé. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je pense souvent à toi. J'ai fait une énorme erreur. J'étais effrayé, égoïste. Je suis désolé, Marc. Pour tout. Je l'ai lu 2 fois. Hésité, puis j'ai tapé 4 mots. J'ai survécu. Prends soin de toi. Ensuite, j'ai bloqué le numéro, rangé le téléphone, et je suis allé travailler sur la Mustang. Non pas pour la vendre, mais pour la restaurer à nouveau. Cette fois, pour moi. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. D'autres, en revanche, peuvent être reconstruites, plus solides qu'avant. J'en faisais partie.